Bonjour tout le monde, ici Éric Grenier avec Philippe J. Fournier pour cet nouvel épisode de Balado Les Chiffres. Philippe, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on a parlé en français. Absolument, Eric. Très content de te revoir. La dernière fois que nous nous sommes parlé sur le balado des chiffres, je crois que les libéraux fédéraux venaient de perdre une première circonscription à Toronto. Et on va avoir un automne chaud avec des élections provinciales ailleurs au Canada anglais, mais bien sûr avec une élection partielle qui s'en vient à Montréal. Alors oui, je suis bien content de te retrouver pour décortiquer les chiffres sur la scène québécoise et canadienne. Et s'amuser un petit peu, de ne pas trop se prendre au sérieux. Je pense que ça fait partie de ce que nos auditeurs apprécient. Alors, Eric, où aimerais-tu commencer aujourd'hui pour notre rentrée de l'automne, même si on est encore en été? Oui, je pense que on doit commencer avec la course à la chefferie, le PLQ. On va faire un peu des changements avec cette balado-là. Je ne sais pas si on va avoir des épisodes chaque 2 semaines parce qu'on veut avoir quelque chose à discuter. Et il n'y a pas toujours des sondages, il n'y a pas toujours des chiffres au Québec à discuter, mais parce que il y a quoi? Presque 2 mois qu'on se parlait avec ce balado-là. On n'a pas discuté vraiment les développements avec le Parti libéral du Québec. Donc, la course, ça commence à commencer. C'est pas officiellement débuté, mais on a 2 candidats officiels, au moins déclarés, et 2 autres qui probablement vont être dans la course. Donc, c'est qui les 4? Peut-être toi, tu peux l'introduire. Ben évidemment, Monsieur Coderre, ancien maire de Montréal, ancien député fédéral, ancien ministre du cabinet au niveau fédéral, qui se présente et a de l'air bien sûr de lui qu'il va se présenter dans Bellechasse, même s'il n'a toujours pas, contacté ou fait des arrangements avec l'association libérale du comté, mais il veut se présenter dans Bellechasse et il a déclaré officiellement qu'il serait candidat. L'autre est Charles Milliard qui est l'ancien président des chambres de commerce du Québec, aussi un ancien pharmacien. Il a été vice-président du NIPRI. Il est peu connu de la population, mais au sein des rangs libéraux, ça fait longtemps qu'il est courtisé pour aller en politique. Bien sûr, on regarde M. Beauchemin, qui est député de Marguerite-Bourgeois, député libéral de Marguerite-Bourgeois. Il n'a pas encore eu un grand engouement autour de sa potentielle nomination. Il n'a pas encore mis ça officiel, mais on s'attend à ce qu'il entre dans la course. Et Eric, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, la rumeur a été coulée que Pablo Rodriguez, député fédéral, qui est aussi le lieutenant québécois du Parti libéral fédéral, pourrait faire le saut et venir en politique provinciale pour essayer de devenir le chef du PLQ. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et est-ce que j'en oublie? Qui est-ce? Ah oui, il y a peut-être potentiellement le maire de Victoriaville, mais bon, ce n'est pas encore officiel et surtout, ça pourrait être quand même assez difficile. Dans le coin de Victoriaville, centre du Québec, Drummondville, du coin-là, les libéraux ne sont vraiment pas populaires. Alors, est-ce que sa candidature pourrait venir mousser les appuis du PLQ en région? Trop tôt pour le dire. Mais potentiellement 5 candidats, ce qui est 5 fois plus que la dernière course au PLQ. Éric, quelles sont tes premières impressions? Évidemment, on n'a pas eu de chiffres encore sur cette course, c'est trop tôt. Elle va commencer officiellement en janvier et le nouveau chef sera élu ou nominé, c'est le 14 juin l'an prochain. Éric, tes commentaires, tes impressions? C'est une course qui dure très longtemps et ça n'a pas officiellement commencé. Je trouve que c'est intéressant. C'est 4 figures un peu différentes avec un parcours différent, des profils différents parce qu'on a quelqu'un qui vient de côté municipal avec Denis Coderre, qui était l'ancien maire de Montréal. Oui, il était aussi député fédéral, mais c'est il y a longtemps qu'il était ministre dans le gouvernement de Paul Martin. On a quelqu'un qui vient, comme tu as dit, pas vraiment de la politique active, qui n'a pas un siège à l'Assemblée nationale, en Charles Milliard. Donc, c'est quelqu'un un peu
c'est hors du parti un peu, même Oui. s'il militait dans le passé. Ouais. Un député du Chambre de commune à Ottawa, un ministre dans le cabinet de Justin Trudeau, et quelqu'un qui a un siège à l'Assemblée nationale et le seul qui a vraiment une histoire dans le Parti libéral du Québec. Donc, c'est quatre personnes différentes. Antoine Tardif, on verra s'il va être dans le cours. Oui, Antoine Tardif, maire de Victoriaville, oui, c'est ça. Oui, Exact. c'est ça. J'ai pas mentionné. Mais, selon toi, qu'est-ce que chaque candidature apporte au Parti libéral? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que le parti a besoin? Je vais dire ceci, et en fait, puis si je peux apporter une précision à ce que tu viens de mentionner, Pablo Rodriguez a commencé en politique au PLQ, donc il affirme lui-même que ses racines sont au PLQ. Bien sûr, ça fait longtemps, on parle du début des années 90, je crois que Mario Dumont était encore un libéral à l'époque, et donc ils étaient là à la même époque. Mais c'est comme militant, c'était pas comme un député. Exactement. Pas un député au niveau provincial. Je me souviens, en fait, je pense que la dernière fois que toi et moi avions discuté de la course au PLQ, j'avais mentionné 3 critères pour le prochain chef qui seraient pas cruciaux, mais qui seraient importants. Et les 3, c'était, premièrement, du 109, deuxièmement, pas de Montréal, de l'extérieur de Montréal, et troisièmement, pas du fédéral. Et donc, pour pas transformer le PLQ, ou du moins dans les apparences, à une succursale du PLC au Québec. Et donc, si on regarde Pablo Rodriguez, même s'il apporte une tonne d'expérience, même si pour plusieurs à Ottawa, même parmi ses adversaires à Ottawa, il est très apprécié, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est charmant, qui a un énorme talent d'orateur, mais les 3 critères que je viens de te mentionner, il n'en coche aucun. Il est de Montréal, il vient du fédéral, et quand on parle de 109, il apporte de l'expérience, mais il n'apporte pas du 109. Alors, je crois que sa présence dans la course, si ça se confirme, va certainement améliorer la qualité de la course. Les débats, les idées, le brassage, vraiment, le PLQ a besoin d'un renouveau important parce que, bien sûr, présentement, il est encore dans les 15, 16, 17% dans les sondages. Il est comme devenu le parti des anglophones, même si c'est un peu exagéré, mais avec les chiffres qu'on voit chez les francophones, le PLQ s'en va nulle part. Alors, Monsieur Coderre apporte beaucoup d'expérience, ça c'est certain. À part de ça, Monsieur Coderre n'a pas gagné une élection depuis très longtemps, alors est-ce qu'il apporte cette aura-là, l'aura de gagnant, je ne sais pas. Monsieur Milliard, bien sûr, c'est l'exemple du renouveau. Et si on regarde Monsieur Beauchemin, Monsieur Beauchemin a été élu, mais bon, dans une circonscription assez acquise pour le PLQ, même dans les pires élections. J'ai hâte de les voir débattre quand ça va vraiment commencer. J'ai hâte de les voir brasser des idées et peut-être même s'obstiner au travers des médias. Je veux dire, c'est sûr que ça va arriver. Pour l'instant, c'est trop tôt. Mais juste le fait qu'il va y avoir une course au PLQ, une vraie course, ça, je crois que c'est une excellente nouvelle pour ce parti qui en a vraiment besoin. Je ne dis pas que ça va relancer le parti nécessairement, mais pour relancer le parti, ils avaient besoin d'une vraie course, alors c'est une première case qu'ils peuvent cocher. Ils ont besoin de couverture médiatique. Si c'était une course entre Beauchemin, Milliard et Tardif, je pense pas que les gens vont regarder les débats. Mais avec Coderre et Rodriguez, ça donne un peu de show business un peu avec une course à la chefferie parce que les deux sont des bonnes personnes devant la caméra. Et c'est quelque chose que le Parti libéral du Québec a besoin. Mais tu as dit que veut pas que ça devienne un succursale du Parti libéral du Canada, mais le Parti libéral du Québec est à 15, 16, 17% au Québec, selon les sondages qu'on a vus dans le printemps. Le Parti libéral, les pires sondages, c'est toujours 24%. Et le parti de Justin Trudeau a 20 à 30% d'appui parmi les francophones. Ouais. Est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça? Oui, c'est une si mauvaise chose que ça. En effet, si le PLQ était dans les sondages au niveau du PLC, le PLQ serait
compétitif pour gagner peut-être 35-40 sièges, je veux dire raisonnablement. Il pourrait reprendre les régions qui lui étaient acquises il y a quelques années. On parle de l'Estrie et de l'Outaouais au minimum. Mais le taux de croissance, je veux dire, au Québec, le PLC est autour, comme tu l'as dit, autour de 25% dans les sondages, a été à 33-34% dans les élections fédérales de la dernière décennie au Québec. Mais il reste qu'il n'y a pas de Pierre Poilievre au niveau provincial ici. Bon, il y a Éric Duhem, mais Éric Duhem reste à 10-12% dans les sondages. Et donc, je crois qu'il y a plusieurs électeurs québécois fédéralistes qui restent au PLC parce qu'ils ne voient pas d'autres options raisonnables dans leurs yeux, bien sûr. Au niveau provincial, un électeur qui se dit axé sur l'économie, qui est moindrement un peu nationaliste et qui est centriste, va voter pour la CAQ. Le PLQ doit aller chercher des votes caquistes et c'est pas en s'approchant du Parti libéral de Justin Trudeau qu'ils vont réussir à faire ça, du moins selon ce que les chiffres me disent. Alors, en effet, je veux dire, et aussi j'ai dit en guillemets, être une succursale du PLC, on s'entend que c'est une perception. Ce n'est pas du tout le cas. Les partis sont séparés officiellement. On sait qu'il y a des vases communicants parmi les électeurs, mais il y a quand même un firewall, un mur de feu là, qui sépare les deux partis. Mais l'apparence d'être potentiellement une succursale du PLC pourrait être très dommageable pour le PLQ. Alors, pour sa croissance. Le PLQ ne vise pas d'être un parti à 25%. Le PLQ vise de reprendre le pouvoir un jour. Je pense que ça va être long, mais il vise de reprendre le pouvoir un jour. Alors, donc c'est ça, 25% pour le PLQ, ce n'est pas assez. On va faire un petit quiz maintenant. C'était qui le dernier candidat pour la chefferie du Parti libéral du Québec qui était au début un député du Parti libéral du Canada à Ottawa? Un candidat à la chefferie du PLQ qui a été député au fédéral? Oui. Pour le Parti libéral du Canada. OK. Bon, pas 2020. Moi, j'ai regardé et 2014, il y avait M. Couillard, non. Il y avait Moreau, non. Avant Jean Charest. Jean Charest, mais Jean Charest était les progressistes conservateurs. Johnson, quand Daniel Johnson a gagné la chefferie, qui était contre lui? Je ne m'en rappelle pas. Là, on parle, j'avais 13 ans. Dis-moi, c'est qui? Je suis pas sûr que je le sais. C'est Jean Lesage. Oh mon Dieu, OK. Fait que ça fait 60 Donc, ans. C'est pour ça que si c'est Pablo Rodriguez qui se lance dans la course à la chefferie, ça va être quelque chose d'assez unique. Dans l'histoire moderne du Parti libéral du Québec. Donc, oui, ils ont les mêmes couleurs et les mêmes noms, mais comme tu as dit, c'est une perception, mais en réalité, il y a longtemps depuis la dernière fois qu'il y avait un libéral fédéral à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mes parents étaient des ados. Donc, intéressant. Si tu avais, je veux dire, on n'embarquera pas tout de suite dans nos over-under, nos paris, nos prédictions, mais si tu avais à dire qui est le favori de cette course de façon très hâtive, est-ce que tu voudrais te mouiller? Je veux dire, tu dirais qui? Entre ces quatre-là, probablement Rodriguez, je crois qu'il a la plus grande chance d'avoir une équipe et une organisation. Mais je ne sais pas si c'est comme... C'est clair qu'il y a un candidat qui est plus haut que les autres. Mais on verra. Je ne sais pas si on va avoir des chiffres. On va avoir peut-être des sondages, mais c'est des sondages des Québécois, pas des membres du Parti libéral. Peut-être on va voir qui va avoir le plus de financement. Ça, c'est souvent un bon indice dans un course à la chefferie. On verra, mais je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. Ça va être le course à la chefferie le plus intéressant depuis Philippe Couillard. Pour le PLQ, c'était 2000 après Jean Charest, fait que 2013, ouais. Donc, plus d'une décennie. C'est sûr que d'emblée, Pablo Rodriguez, juste parce que les gens reconnaissent son nom et qu'il a une expérience récente et qui
on l'a vu, comme j'ai dit, un homme généralement charmant et apprécié à Ottawa, il aurait une longueur d'avance, mais il ne faut pas oublier que le tiers du vote pour la chefferie au PLQ revient aux délégués ou aux membres qui ont moins de 25 ans. Et donc, quelqu'un qui performe très fort avec les jeunes membres libéraux, en effet, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il va sûrement avoir un recrutement au cours des prochains mois. Et donc, c'est pour ça que si on regarde la course, il faut quand même regarder pas juste les vieux libéraux, non, c'est pas la vieille garde. S'il y a un recrutement de jeunes libéraux et qu'ils penchent vers un candidat ou un autre, ça pourrait vraiment faire une grande différence dans la course. Donc, mais je dirais que d'emblée, au jour zéro, même si ne s'est pas commencé, M. Rodriguez commence avec une longueur d'avance parce qu'il est plus connu. Mais attention, être favori dans une course, tu le sais très bien autant que moi, favori dans une course à la chefferie, c'est pas nécessairement la meilleure position à occuper à la ligne de départ. On n'a pas vu un sondage provincial au Québec pendant l'été, mais on a discuté beaucoup des chiffres fédéraux parce qu'il y avait un sondage qui était d'Abacus Data qui a mis le Parti conservateur de Pierre Poilievre en première place. Le Bloc québécois était en deuxième. C'était 1 point de différence. Mm-hmm. Ça faisait les manchettes. Et à fin de compte, il y avait un autre sondage d'Abacus cette semaine et le Bloc était en première place encore. Donc, j'ai ici la liste des sondages fédéraux au Québec. Je voulais juste de pointer vers ça. Donc, les conservateurs, si je prends juste les sondages qui ont été publiés au cours de la saison estivale, donc depuis le solstice d'été, les conservateurs au Québec, 23, 23, 19, 24, 24, 31, 21, 26. Et bien sûr, ça exclut les chiffres de Nanos Research parce qu'ils sont derrière un abonnement, un mur payant, je pense qu'on pourrait dire en français. Les conservateurs, quand même, oscillent quelque part entre 20 et 25 %. Alors, le sondage qui était un peu anormal a eu beaucoup plus d'attention médiatique. Attention tout le monde, ce n'est pas un complot, c'est normal. Abacus est une firme crédible qui a capté un échantillon québécois un peu plus conservateur qu'à l'habitude. Si c'était le seul sondage Abacus pour 3 mois, je pense qu'on en ferait une plus grosse histoire sur ce balado, mais ils ont publié un nouveau sondage 10 jours par la suite et qui replace les conservateurs au milieu de la vingtaine en termes d'appui au Québec. En 3e place, mais je veux dire, on voit qu'il y a une égalité statistique. Le Bloc est premier, en moyenne, mais avec un score qui est à peine plus élevé ou plus bas que le score de l'élection de 2021 pour le Bloc au Québec. Donc, même si les conservateurs au Québec arrivent à arracher les appuis des libéraux, ils ont abaissé le plafond potentiel du Bloc québécois. Et donc, le Bloc ne peut pas dire qu'il est maintenant à 40 ou 41 %. On avait vu un Angus Reid qui était juste à la fin du printemps, qui plaçait le Bloc à 41. Ça aussi, c'était une anomalie statistique. Alors, parce que 41 % pour le Bloc au Québec, ça veut dire 50 % chez les francophones, à peu près. Ouais. Et ce n'est pas ça qu'on voit en moyenne. Alors, c'est correct, ça arrive, ça a eu beaucoup d'attention médiatique. J'ai fait mon possible pour écrire un article là-dessus pour dire tout le monde, calmez-vous. Mais bien sûr, mon titre, c'était « Les conservateurs premiers au Québec », point d'interrogation. C'est correct, on veut avoir des clics et de l'attention, mais attention, de choisir, de filtrer les sondages qu'on préfère, ça peut mener à des fausses impressions. C'est quoi la phrase? Je vais l'essayer. On se calme le pompon? On se calme le pompon, oui. Exact, oui. On se calme le pompon, tout le monde. Mais il reste qu'avec les chiffres que je viens de te dire sur les conservateurs fédéraux au Québec, ils ne sont plus à 17 ou 18 %, comme ils l'ont été pendant très longtemps. Donc, c'est tous ces chiffres-là des firmes reconnues comme Léger, Abacus, Research Co., Angus Reid, Ipsos, ils ne pointent pas vers un parti conservateur qui était à 16, 17, 18 % comme il a été à la fin de l'ère Harper et depuis. Pierre Poilievre a réussi à gagner des points au Québec. Suffisant pour gagner des sièges? Peut-être quelques-uns. Quand on va s'approcher de l'élection, on va pouvoir décortiquer ça ensemble. C'est sûr qu'ils ont dans leur mire les Trois-Rivières, les Beauport-Limoilou, peut-être plus de sièges à Québec, Louis Hébert, mais c'est un peu trop tôt, on va revenir à ça un peu plus loin. OK. On peut passer aux questions des auditeurs.
On va répondre à une question pour le public. Et après ça, on va répondre à 2 questions de nos membres. Et si vous voulez entendre nos réponses, et surtout les réponses de Philippe, vous pouvez nous joindre au leschiffres.ca. Bon, on a une question de Jimmy Bourassa. Veux-tu le lire? Donc, advenant une défaite du Parti libéral du Canada dans l'élection partielle de LaSalle-Aymar-Verdun, le 16 septembre, c'est dans 3 semaines maintenant, si vous étiez stratège libéral, est-ce que vous recommanderiez à Justin Trudeau de démissionner? Et là, bien sûr, je souris en lisant ça parce qu'on a déjà discuté de ça, toi et moi, dans notre balado en anglais. Il y a des décisions qui se prennent à partir de données qui sont rationnelles, qui sont, ceci mène vers cela, un peu comme Monsieur Spock. Mais il y a aussi des réponses, des réactions qui sont plus émotives. D'abord, ok, je vais te donner la parole à ceci. Comment est-ce que tu répondrais à Jimmy à cette question-là? J'ai une réponse, mais d'abord, je veux t'entendre. Comme stratège libéral, je dirais oui. Il faudrait que Justin Trudeau démissionne. Après 2 défaites dans des élections partielles, ça démontre que ce n'est pas juste des sondages, c'est des personnes réelles. Et si le Parti libéral est à 24-25% des appuis dans les sondages, c'est difficile de faire beaucoup pire que ça. Et donc, pourquoi pas changer des choses, au moins donner une chance aux coureurs pour le prochain chef du Parti libéral, parce que je ne pense pas que ça va fonctionner. On a vu les tendances depuis 2015 avec quelques exceptions. C'est une ligne droite en bas, le taux d'appui pour Justin Trudeau. Ouais. Donc, je ne pense pas que ça va... C'est possible de rectifier tout ça dans 12 mois. Donc, s'ils perdent une autre élection partielle dans un comté qui est supposé d'être sécuritaire, un château fort pour le Parti libéral, exact. Je pense que ça... Parce que s'il reste, ça va dominer la couverture politique pour les prochains mois. Est-ce que Justin Trudeau va partir ou non? Bon, écoute, pour répondre à Jimmy, si vous étiez stratège libéral, est-ce que vous recommanderiez à Justin Trudeau de démissionner? J'aurais recommandé ça lorsqu'ils ont perdu Saint-Paul en juin, lorsqu'ils ont perdu leur première circonscription torontoise au mois de juin. Sauf que il y a des recommandations qui sont, je veux dire, rationnelles, encore une fois, ou des recommandations, je veux dire, est-ce qu'un stratège, si un stratège libéral dit à M. Trudeau, vous devriez démissionner, ce stratège-là met sa place en jeu. Parce que si Justin Trudeau dit non, je démissionne pas, ben c'est terminé. T'sais? Et donc, est-ce que être à l'intérieur du petit cercle serré que sont le bureau du premier ministre, est-ce que quelqu'un va vraiment dire à Justin Trudeau de démissionner et qui va dire « Sais-tu quoi, t'as raison, j'y avais pas pensé. » À part Katie Telford, je ne sais pas qui d'autre pourrait dire ça. Même, il faudrait qu'il y ait une révolte du caucus. Et il ne semble pas, ça ne semble pas être le cas. On sait que les libéraux, je crois qu'ils sont en retraite présentement. Ils font leur petit week-end où est-ce qu'ils vont discuter de stratégie pour la prochaine session parlementaire. Peut-être qu'il y a des informations qui vont couler de ça, mais si M. Trudeau perd premier siège à Toronto, perd un siège à Montréal qui devrait être libéral, on va le dire, comment est-ce que tu reviens de ça? Alors, je ne le sais pas, mais on entre dans l'irrationnel. Parce que si M. Trudeau reste, on sait qu'il s'entête, ou peut-être que dans son caucus, ils se disent « Bon, on va perdre la prochaine élection de toute façon. Alors, attendons. Let's play the clock, comme on dit en anglais. On va attendre, on va perdre et ensuite on va reconstruire. Ce n'est pas... C'est risqué, ce ne serait pas ma stratégie, mais bon, c'est pour ça que toi et moi, on fait un balado, on n'est pas dans le bureau du premier ministre. OK, des questions de nos membres. On va continuer. Bon, je pense que ça va être tout pour cette semaine, Philippe. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous nos auditeurs et aussi ceux qui nous regardent sur YouTube. On apprécie énormément
votre participation à ce balado et votre écoute. Bien sûr, on le répète, www.leschiffres.ca si vous voulez obtenir un accès hâtif au balado, si vous voulez avoir tous nos épisodes qui sont en bonnie, et si vous voulez aussi peut-être nous écouter en anglais, ou est-ce qu'on parle un peu plus de ce qui se passe dans les autres provinces, vous êtes les bienvenus. Les www.leschiffres.ca, nous vous remercions énormément de votre support. Et Eric, mon cher Eric, on se reparle bientôt pour un nouvel épisode du balado Les Chiffres.